myself. I can't help it. حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير Salam alaikum, masal khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors, marhaban bikoum, ça fait plaisir de vous retrouver en ce début de saison 2014-2015. Petite particularité dans votre émission Oussama Live. Alors, on inaugure ensemble avec vous, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ouais, je suis un peu stressé, c'est normal, c'est la première. Dans ce nouveau studio Maghreb, donc on est en direct de studio Maghreb, toujours sur Maghreb TV. L'autre émission Oussama Live continuera bien sûr, mais c'est avec plaisir que je vous présente ce nouveau projet. Alors, faut-il étourdir les animaux, oui ou non? C'est avec cette question très simple et simpliste que nous allons aborder ce nouveau thème dans cette première émission. Alors, mon premier invité de cette première s'appelle Hajib El-Hajjaji. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Super. Alors, Hajib El-Hajjaji, je vais vous présenter. Hein. Vous êtes étudiant à l'UCL en faculté économique ouverte et sociale. Vous êtes notamment aussi ingénieur projet. Et vous êtes vice-président du CCIB, qui est le collectif contre l'islamophobie de Belgique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de parler de ce collectif qui lutte contre l'islamophobie en Belgique. Donc, le collectif contre l'islamophobie hors Belgique est une jeune organisation qui a déposé des statuts ce mois-ci à l'occasion du 21 septembre qui était la journée européenne d'action contre l'islamophobie et la tolérance religieuse. C'est une association qui souhaite s'attaquer de front à toutes les manifestations de l'islamophobie en Belgique et qui souhaite vraiment venir en aide aux victimes. Donc aujourd'hui, l'islamophobie est une nouvelle forme de racisme et elle se manifeste par des actes de violence qui peuvent être de la discrimination, des crimes de haine, du harcèlement au travail ou des propos haineux. Et ces manifestations de racisme ou de discrimination se font à l'encontre de personnes ou d'institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Oui, et comment vous luttez concrètement sur cette nouvelle forme de racisme, comme vous l'avez précisé? Alors, toute islamophobie n'est pas du racisme. Et donc, il y a trois catégories qui sont celles du Centre pour l'égalité des chances auxquelles on adhère. C'est l'islamophobie en infraction avec la loi antidiscrimination, une islamophobie qui n'est pas en infraction avec la loi discrimination, mais qui porte quand même préjudice notamment à la cohésion sociale, et des actes qui ne sont pas de l'islamophobie, parce qu'on peut être de confession musulmane et être discriminé sans que ce soit de l'islamophobie. Comment est-ce qu'on lutte contre cela? C'est nos trois priorités pour le moment. La première priorité, c'est la reconnaissance légale de l'islamophobie. Il y a notamment eu un dépôt d'une résolution au Sénat et nous espérons qu'elle pourra passer. La deuxième, c'est... Donc vous voulez une loi qui lutte contre l'islamophobie? Nous voulons une loi qui lutte contre toutes les formes du racisme, et dans toutes ces formes du racisme, nous incluons l'islamophobie. Et donc la deuxième priorité, c'est notamment faire un monitoring permanent des actes islamophobes, parce qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence. Depuis 2 ans, il y a une augmentation de 20% des actes islamophobes. On ne peut plus laisser les choses aller ainsi. Et le troisième, c'est notamment soutenir les femmes de confession musulmane, notamment dans l'inclusion à l'emploi ou dans l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de hautes écoles qui interdisent aux femmes musulmanes de pouvoir accéder, notamment en portant un foulard. Et vous pensez de jour en jour et d'année en année que l'islamophobie augmente? Il y a plus de fêtes islamophobes? Elle pourrait augmenter de deux façons. Elle pourrait augmenter parce qu'à un moment, les victimes ne veulent plus se taire et donc elles commencent à dénoncer, et elles dénoncent systématiquement pour certaines les actes islamophobes auprès du Centre pour l'égalité des chances. Et le deuxième élément, c'est qu'elle augmente parce qu'on est dans une réalité, notamment de crise économique, qui fait que ça devient de plus en plus difficile. Et dans ces situations-là, on essaye de trouver des boucs émissaires, et je dois reconnaître que les musulmans sont en très bonne position pour être les boucs émissaires en ce moment. Alors on va parler du bouc émissaire ou pas, hein, puisque vous le savez, hein, il y a eu une manifestation dimanche dernier organisée par Gaïa, cet organisme qui lutte contre les souffrances infligées aux animaux. Donc eux, ils sont en gros pour l'étourdissement des animaux. Alors quelle est votre position, vous, dans votre collectif, sur cette polémique ou pas, sur cette polémique-là? Donc Gaïa est une organisation qui est connue en Belgique et elle fait un travail qu'il faut pouvoir saluer. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre en opposition le travail de Gaïa et notamment le vécu des communautés musulmanes. Mais il faut reconnaître que depuis maintenant 2 ans, spécifiquement contre les communautés musulmanes, elle met en place des opérations médiatiques une semaine avant la fête de l'Aïd al-Adha, donc la fête du sacrifice.
qui commémore le geste d'Abraham, qui est bien connu et qui est partagé par toutes les religions monothéistes. Et donc le problème que l'on a dans cette manifestation, c'est que Gaïa a envie de faire entendre un positionnement qui est idéologique, de se dire nous voulons faire cesser ces souffrances des animaux. Et à titre personnel, je pense qu'on ne peut être que d'accord avec cela. Mais dès l'instant où on met en place des modes d'organisation qui notamment font que dans ces manifestations se joignent des personnes qui sont notamment de mouvements peu désirables ou de gens qui veulent utiliser le prétexte de Gaïa pour répandre leur haine envers les communautés musulmanes ou des pratiques rituelles dont je dois rappeler, elles sont totalement en accord avec la loi aujourd'hui. Donc la loi reconnaît une exception, pas uniquement pour les communautés musulmanes, mais aussi pour les communautés juives. Et donc les musulmans qui accomplissent le rite actuellement sont tout à fait en accord avec la loi. Maintenant, si Gaïa veut faire évoluer les choses, le conseil que je lui donnerais, c'est de moins aller dans la rue pour crier et essayer de faire entendre un message contre une communauté, mais essayer de voir à l'intérieur de cette communauté comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, vous nous dites que vous êtes d'accord dans le fond, mais pas dans la forme. Oui, ce que je dis, c'est qu'on peut se mettre d'accord avec Gaïa sur toute une série d'éléments. Le fait de pouvoir alimenter un animal sans le faire souffrir, le fait de pouvoir le transporter sans le faire souffrir, le fait de pouvoir, si à un moment il est dans une situation de souffrance, faire en sorte qu'elle soit la minimale possible, tout cela je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est dès l'instant où Gaïa, d'une certaine façon, s'investit d'une puissance théologique en disant « mais les musulmans, vous n'avez rien compris et voilà comment il faut abattre les bêtes ». C'est un travail qui revient aux théologiens. Moi-même, je n'en suis pas et donc je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Et ce que je recommanderais à Gaïa, c'est de travailler en partenariat avec les communautés musulmanes et pas contre. Maintenant, il faut pouvoir le dire aussi, quand on voit des pays comme l'Indonésie qui reconnaissent le fait de pouvoir abattre en pratiquant l'étourdissement, on voit que c'est une méthode qui est acceptée pour une partie de la communauté musulmane. Et donc ça demande quoi en fait? Et c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec la méthode de Gaïa. Ça demande un débat critique à l'intérieur des communautés musulmanes. Et malheureusement, quand on vient comme ça en opposition, on donne l'impression que si les communautés, à un moment, choisissent d'évoluer vers cette situation-là, ben, elles vont le faire, pas tant parce qu'elles ont essayé d'être fidèles à leurs valeurs, mais parce que Gaïa est venue frapper à la porte, voire parfois même à essayer de la défoncer. Oui, il y a une nuance dans le pour et les contre lors de cette manifestation. Donc, ce que dit Gaïa, c'est qu'ils sont pour l'étourdissement des animaux en général. Et il y a aussi une autre nuance qu'on a pu retrouver dans cette manifestation. Je le rappelle, il y a eu plus de 6000 manifestants qui sont, eux, contre l'abattage rituel. Alors, est-ce que vous comprenez cette nuance ou est-ce qu'il y a, comme vous le défendez, ou en tout cas vous le condamnez, une islamophobie derrière ces nuances-là? Je pense effectivement qu'une partie des personnes qui se joignent au combat de Gaïa sont des personnes pour qui il y a un fond d'islamophobie, au sens où ça nourrit une haine, une forme de rejet, une appréhension, voire parfois même des actes d'insulte envers des personnes en raison de leur confession. Et donc ça, il faut pouvoir le dénoncer. Je pense que Gaïa fait aussi des efforts pour ne pas laisser ces gens-là prendre trop de place dans leurs manifestations, mais il n'y a rien à faire. Quand on fait une action politique ou citoyenne, on la fait toujours dans un contexte. Et aujourd'hui, le contexte ne se prête pas pour pouvoir avoir ce débat serein. Et Gaïa a une responsabilité, c'est de pouvoir faire entendre sa voix sans alimenter ceux qui veulent renforcer les peurs ou la haine contre une partie de la population. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas voir il faut pas voir le camp de Gaïa comme étant un camp monolithique, comme vous le dites très bien. Il y a des gens qui disent on respecte le principe de l'abattage rituel, mais on veut pouvoir trouver une intersection là où on peut se mettre d'accord. Et puis il y a ceux qui disent non, nous on considère que les musulmans, s'ils veulent être intégrés, doivent délaisser cette pratique. Et là, on se rend compte qu'on est dans une autre posture idéologique. De toute façon, quoi qu'il en soit, et ça je pense aussi que c'est très important de le dire, si à un moment les autorités devaient, comme au Danemark, aller vers une obligation de l'étourdissement avant l'abattage, ça devrait être d'application tant pour les communautés musulmanes que pour les communautés juives. Et un autre élément que je pourrais faire comme reproche à Gaïa, c'est qu'on a l'impression que dans cette action qu'ils veulent mener, la porte d'entrée, c'est d'abord les communautés musulmanes. Et donc là, il faut pouvoir avoir une discussion aussi avec les communautés juives qui ont à faire valoir des arguments pour qui l'abattage rituel est aussi important. Et donc c'est un débat de société que nous devons avoir. Oui, et aussi pas mal de musulmans qui s'interrogent, qui sont aussi, j'imagine majoritairement des cas, ils sont pour, en tout cas contre la maltraitance des animaux en général. Et ils se demandent pourquoi avoir manifesté, avoir monté une campagne juste avant la fête, à la veille de la fête de l'Aïd.
Donc ils s'interrogent. Est-ce que vous vous interrogez aussi, est-ce que vous êtes du même avis? Ils ont bien raison, c'est qu'à un moment, il y a une opportunité médiatique qui est celle de l'actualité et Gaïa décide d'utiliser ce prétexte comme une action de sensibilisation. Et le problème, c'est que dans la cohésion sociale, ce qui va poser problème sur cette action-là, c'est qu'on a un élément qui, dans la psychologie des communautés musulmanes qui vont pratiquer cette fête, est à connotation positive. Et nous souhaiterions pouvoir le faire passer positivement dans la société, puisque c'est une des deux grandes fêtes de l'islam. Et à côté de cela, on a Gaïa qui vient avec une action qui, d'une certaine façon, entache cette fête, crée des incompréhensions, des frustrations. Et donc là, ça n'aide pas. Ce qu'il faudrait faire, et ça c'est tout à fait dans la philosophie de notre collectif, c'est de pouvoir, à tête reposée, rencontrer Gaïa, et à ce moment-là, pouvoir discuter avec eux, en disant, votre combat, il est légitime, mais à côté de cela, nous, on attire votre attention de façon à ce qu'on n'ouvre pas la porte de l'islamophobie sur ce terrain-là. Et de la stigmatisation. Voilà, tout à fait. Alors, la loi va entrer en vigueur en 2015 en Flandre, donc, qui obligera l'étourdissement des animaux. Tout à fait. Est-ce que vous êtes favorable à cette loi? Si la loi a été votée, en tant que citoyen de ce pays, nous devons la respecter. Donc ça, il faut pouvoir le rappeler. Donc si à un moment cette loi ne convient pas à certains, il leur appartient de mener des actions citoyennes. À titre personnel, si demain j'avais des autorités religieuses qui demandaient de passer par l'étourdissement, je le ferai. Et s'ils ne le souhaitent pas le faire, à ce moment-là, c'est à eux à voir comment trouver un accord avec les autorités légitimement élues du pays. Ce que je mettrai en avant, c'est que si on va vers une application stricte de l'abattage avec une obligation de l'étourdissement, je pense qu'on va avoir deux conséquences. La première, c'est avoir des abattages sauvages où les gens ne vont pas respecter la loi. J'y suis formellement opposé, mais c'est quand même une réalité, parce que une chose est de faire passer la loi, une autre chose est de faire adhérer les gens à l'objectif de la loi. Et la deuxième chose, c'est qu'on risquerait d'avoir une tendance qui se généralise de plus en plus, des personnes qui ne vont plus pratiquer l'abattage rituel en Belgique, mais qui vont faire un don pour que dans des pays où il y a des besoins, ça peut être Gaza, ça peut être des pays d'Afrique du Sud, ça peut être des pays du Maghreb, que là-bas on puisse pratiquer. Et d'une certaine façon, Gaïa va passer à côté de son objectif, puisque dans ces pays-là, l'abattage rituel est très souvent pratiqué sans étourdissement. Ouais, donc vous dites, si on applique cette loi, il pourrait y avoir des musulmans qui égorgeraient leurs moutons à la maison, des abattages sauvages, comme vous l'avez précisé. C'est ma crainte, et c'est pour ça que je veux que si à un moment cette loi devait passer, on doit mettre tous les moyens en œuvre pour qu'elle passe avec une adhésion la plus grande possible, et pas en donnant l'impression que c'est fait en opposition avec des pratiques culturelles. Un autre combat de Gaïa, on ne le met pas suffisamment en avant, c'est notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année, la consommation de foie gras, avec ce gavage des oies qui fait que c'est aussi totalement inacceptable pour ceux qui sont sensibles au bien-être animal. Et on voit là très bien qu'il y a en fait un blocage culturel entre une fête qui est très fortement ancrée dans la société belge, et puis le souhait de Gaïa de pouvoir faire en sorte qu'on respecte ces animaux. Alors ils mettent en place des alternatives, c'est le foie gras alternatif d'une certaine façon, ou le faux foie gras, mais on voit que c'est un combat de longue haleine. Et pourquoi cela? Parce qu'on touche aux mentalités des gens, et qu'avec les mentalités, il faut y aller avec beaucoup de pédagogie et toujours dans le dialogue. Est-ce que vous demanderez à Gaïa de manifester contre le gavage des oies la veille de la fête de fin d'année? Je trouve en tout cas qu'il serait cohérent pour leur part de consacrer autant d'énergie à cette thématique-là qu'à celle de l'abattage rituel. Et pour le moment, je me rends compte qu'on met plus d'énergie dans l'un que dans l'autre. Oui. Est-ce que vous avez acheté votre mouton cette année, monsieur El Hajjaji? Alors on l'a acheté en famille, et donc j'habite dans la région de Verviers. Nous avons des fermiers pour qui la période de la fête du sacrifice, c'est aussi une période plantureuse pour eux, puisque dans les campagnes, vendre des moutons, c'est une viande qui n'est pas beaucoup achetée par la population belge. Elle est considérée comme étant trop grasse. Une période très lucrative aussi pour eux, et je pense que est-ce que eux aussi ils sont contre cette loi de ne pas d'étourdir les animaux, notamment les moutons? J'imagine que ça touchera aussi dans leur portefeuille. Je ne leur ai pas demandé, mais c'est clair que si à un moment, une des conséquences de cette loi, c'est que des gens pratiquaient le don pour l'abattage à l'étranger plutôt qu'en Belgique, il y aurait un impact financier, notamment au niveau local, et ça, je pense qu'il faut aussi en tenir compte. Donc voilà. Oui. Alors, on va revenir sur cette polémique-là. J'ai un autre invité, il est à votre droite, il s'appelle Hamza
Al-Baqali. Bonjour, enchanté. Ça va? Ça va et toi? Alors, Hamza, tu es footballeur, tout simplement. Je suis footballeur, j'ai signé au BX pour cette année. J'espère faire les choses bien, on verra ce que Dieu me réserve. Alors, on verra ce que Dieu te réserve. On va continuer à juste faire une petite virgule, pause musicale, on va dire, de Saad El-Mzaloud. On va s'écouter NT tout de suite sur Maghreb TV. On revient juste après avec Hamza Baqali et Hajib El-Hajaji. انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش ملكش ليك ما تلقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا والله ملكش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي ليا باقي ملكش ليك ما تلقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملكش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي ليا بغاش قلبك يفيق ما شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق حسن ليك بعد عليا راه ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانوا إلا تحكمتي فيا انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا بزاف على درويش ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف يكون دمه بارد سكتي ما جام تغلطي ما يدويش. Et de retour ici sur Studio Maghreb, toujours avec moi, Oussama, dans cette émission Oussama Live, cette première d'Oussama Live dans cette saison, ce début de saison de 2014-2015. C'est avec plaisir ici qu'on reprend les studios. On a abordé le sujet, la thématique. À cette question aussi très ouverte, hein, faut-il étourdir les animaux ou pas en cette veille de fête de Eid al-Adha. Je vous souhaite déjà un très bon Eid, Eidkoum Moubarak. Alors, on va passer directement au foot, sans transition. Faut-il étourdir le ballon avant de l'envoyer au fond du but? Hamza Al-Baqali est toujours avec nous ici dans les studios. Alors, Hamza, on va parler foot hein, directement. L'actualité est encore
est encore chaude, hein, puisque hier et avant-hier, il y a eu la Ligue des Champions. Toi qui es un fervent supporter du Real Madrid, alors est-ce que tu as vu le match contre l'Union, c'est l'équipe bulgare? Non, malheureusement, j'étais en entraînement. Je suis rentré assez tard et c'était pas diffusé à la télévision. Mais comme grand fan du Real Madrid, je suis voir le résumé une fois rentré à la maison, quoi. Oui. J'ai vu les buts et les actions. Oui, elle a gagné de peu, hein, l'équipe, hein, de but de Benzema. Un très beau but de Très beau but de Benzema, bon, enfin, il a été critiqué pas mal en ce début de saison puisqu'il ne marquait pas. Et voilà, il a été soutenu aussi par le club, notamment le président Florentino Pérez qui lui a dit voilà, Benzema il marque peut-être pas, mais il fait marquer ses coéquipiers. Il joue un très grand rôle au Real Madrid. Encore hier, c'est encore lui qui sauve le Real Madrid. C'est grâce à lui qu'ils ont pris les 3 points. Quelques minutes après son entrée, donc franchement je trouve qu'il fait du très bon boulot. Mais en plus de ça, il participe beaucoup au jeu, que ce soit avec les passes, au pressing, les goals. Il est très important au Real Madrid. Oui, très important au Real Madrid. Tu as été content, hein, pas seulement de la victoire du Real Madrid, mais de la défaite du Barça contre le PSG. Hein, Les grands rivaux. Comme tout bon supporter du Real Madrid. Alors, ils ont perdu 3-2. 3-2 contre le Paris Saint-Germain. Eux aussi, hein, c'était difficile pour eux. C'est difficile pour eux. Après, on a encore vu un bon Barça avec notamment le goal de Messi. Ça se passe à la vitesse de l'éclair. Il suffit de 3-4 passes et il se retrouve devant le goal. Après une très belle conclusion de Messi, mais le Paris Saint-Germain était plus grand que le Barcelone cette soirée. C'était une belle victoire du PSG. Est-ce que tu te vois, toi, dans le Parc des Princes un jour, en tant que footballeur? Tu évolues, je le rappelle, au BX Brussels. Pour l'instant. Ouais. Je suis au BX Bruxelles pour le moment. Maintenant, j'espère que d'ici Pourquoi tu quelques es années, en contact avec le Real, c'est ça? Pardon? Tu es en contact avec le Real? Il y a Cristiano qui insiste pour que je Qui vienne. insiste pour que tu viennes, voilà. Ben, pourquoi pas un jour, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Le football, c'est un monde où tout peut se passer le lendemain. Aujourd'hui, tu peux être là, comme demain, tu peux être encore beaucoup plus haut et vice-versa. Quand tu retrouves Boyan qui était au Barcelone, qui se retrouve à l'Ajax et maintenant qu'on n'entend même plus parler de lui. Moi, aujourd'hui, je suis au BX Bruxelles. Je suis très ambitieux. J'espère que plus tard, je pourrai viser un très grand club européen. Oui. Avec le travail, tout est possible. Alors, Hajib El-Hajjaji, vous êtes aussi un fervent supporter du football. Est-ce que vous avez une équipe préférence? Oui, donc on a eu un club de mini-foot Ouais. à Verviers. Vous vous occupez d'une équipe, j'ai vu ça. Verviers, donc on a aussi de très bons résultats qui permettent au niveau local de faire la renommée de la ville. Et on entraîne à côté de ça dans une 60aine de jeunes dans la salle communale sportive pour leur permettre justement de pouvoir développer leurs compétences, leurs talents. Et je tiens à le féliciter parce que voilà, je pense que des personnes qui percent, qui réussissent, qui ont la volonté, l'ambition, c'est très important. Et par rapport à ma thématique, qui est celle évidemment de la lutte contre l'islamophobie, je pense que montrer qu'une contribution est là présente, tant au niveau éducatif, sportif, académique, professionnel, etc. C'est comme ça qu'on fera changer les mentalités. Ouais. Donc je lui souhaite de marquer autant de goals que moi. Voilà. Chacun Chacun dans son domaine. Voilà, Chacun dans son terrain, on va dire. Hamza El-Bakalé, comment étaient tes débuts dans le football? Comment tu as commencé, à quel âge? Ben, franchement, le football, j'ai commencé depuis tout petit, depuis que j'ai mes 7 ans, mais j'ai commencé dans le mini-foot. Avec mon grand frère qui avait une équipe, j'ai su rentrer dans son équipe, donc je jouais avec plus grand que moi. Jusqu'à mes 12 ans. Après, à 12 ans, j'étais en Anderlecht où j'ai eu une petite histoire avec eux qui ne m'a pas été favorable. Après, j'étais dans des plus clubs provinciaux comme Jet et Ninov, dont j'ai eu de très très bons entraîneurs à Ninov que je les remercie beaucoup aujourd'hui. Et c'est seulement à mes 16-17 ans que je me suis dit, bon, il serait temps que tu vas dans des grands clubs. Donc j'ai été testé au Royal Excelsior de Moucron, qui était alors un club de première division. J'ai fait mes tests, j'ai été pris. Et donc j'ai été pris dans le centre de formation de Moucron, qui a été mon premier club, mon premier grand club, on va dire, de première division, c'était le top. Après, j'ai passé la saison là, mais je suis venu un peu l'année où il ne fallait pas venir, vu que l'année d'après, Moucron a fait faillite. Oui. Et donc c'était un coup dur pour moi, vu que je me suis dit, enfin, je suis rentré dans un bon club et le club a fait faillite, mais je suis parti directement à ce moment-là tourner, grâce à un contact que j'avais à Moucron, qui m'a dit que l'équipe de Tournai était en deuxième division et que ce serait préférable pour moi que je vais là au lieu de rester sans club ou dans un petit club. J'ai signé à Tournai, mais malheureusement, j'ai pas trop aimé les infrastructures, le coaching, les entraînements, l'ambiance de l'équipe. Ce qui fait que j'ai signé par après à Bossudour en deuxième division aussi.
Et là, j'ai vraiment aimé, j'ai fait des tests, j'ai été très bon. On m'a pris pour un tournoi, j'ai marqué des goals et j'ai directement signé avec eux, quoi. Donc tu as fait pas mal de clubs dans Oui, pas mal. ta jeune carrière. Donc tu évolues toujours au BX Bruxelles, qui est ce nouveau club, hein, le club on va dire de Vincent Compagnie, hein, qui a Exactement. lancé ce nouveau club. Vincent Compagnie qui est aussi à l'image de cette nouvelle jeunesse qui donne, qui en a envie, et qui prouve, hein, lui, de par son parcours, que tout est impossible et rien. Tout est possible et rien n'est impossible, pardon. Voilà, c'est dans ce sens-là c'est plus correct. Est-ce que tu as difficile en ce moment on va dire, à percer? Est-ce que le foot, en général, c'est difficile à devenir une vedette mondiale, on va dire? Bah, pour pas vous mentir, le foot est très compliqué. Le foot est très compliqué, surtout en équipe première. Comme j'ai signé cette année en équipe première au BX Bruxelles, c'est un peu compliqué parce que tu rentres dans une équipe où tu as des joueurs qui sont déjà là, des joueurs avec des gros salaires, des joueurs cadres ou des connaissances, et toi tu arrives le petit jeune qui essaie de faire ta place et tout. C'est pas facile du tout, mais il faut ce petit brin de chance, donc pour qu'au moment où on te donne ta deuxième chance, tu dois être prêt. Donc c'est pourquoi je continue vraiment à m'entraîner, je m'entraîne vraiment très dur pour au moment où il faudra être là, je serai là, quoi. Hajib, vous constatez aussi qu'il y a cette jeunesse qui est dans le sport en général, qui a envie et qui a plus de motivation que la jeunesse, on va dire, qui a d'ici il y a 20 ans par exemple. Mais ce que je constate, c'est aussi ce culte de la performance. Ça veut dire que j'ai l'impression que dans ces équipes de foot, on n'a pas trop le droit à l'erreur, et qu'à un moment, voilà, il y a aussi tout ce business du foot qui fait que ça peut être très compliqué. Je voulais savoir, tu as quel âge? 22 aujourd'hui. 22 ans. Donc déjà arrivé là, 22 ans, chapeau. Oui. Donc bonne continuation. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où parfois les jeunes ne sont pas préparés à rentrer dans des clubs professionnels avec des logiques qui sont des logiques du business. Et je pense qu'il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes, de sa famille, de ses amis, pour toujours garder la tête sur les épaules et voir le foot d'abord comme étant un plaisir et pas un métier. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Ouais. Hamza, qui t'a donné envie de faire du football? Est-ce qu'il y a une vedette, une star mondiale, ou bien c'était plus entre potes, entre familles? Les deux, il y a une star mondiale et il y a aussi un ami qui m'a donné vraiment envie. C'était la star mondiale, c'était Zinedine Zidane. Zizou, comme le disait l'espagnol. Zizou. Lui, c'était vraiment la classe à l'état pur. Il le prouvait à chaque fois qu'il montait sur le terrain. Il était trop beau à voir jouer. Et moi, j'avais les yeux émerveillés quand je le voyais. Donc, c'est vraiment lui qui m'a vraiment donné envie. Ouais, Zizou qui joue en costard, hein, Ah ouais, qui joue en smoking. Il joue en Tellement smoking. classe que... Ouais. Donc c'est Zinedine Zidane qui t'a donné envie de faire du football. Qui m'a donné envie de vraiment devenir footballeur professionnel, de devenir footballeur. Et puis, quand je l'ai connu, Cristiano, à mes 15-16 ans, lui, c'était vraiment je Oui. dois devenir, c'est devenu un Devenir devoir comme lui de devenir physiquement aussi. footballeur. Pardon? Physiquement aussi ou pas? Physiquement aussi. lui. Ouais. Mais il est trop fort, c'est un athlète. Il travaille. Et c'est surtout en fait le fait que Cristiano, contrairement à Lionel Messi, c'est quelqu'un qui était je ne vais pas dire tout en bas, mais qui était au même niveau que les autres, mais qui a tellement travaillé et qui s'est tellement donné à fond qu'il est devenu aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, vu que Lionel Messi, lui, c'est plutôt un don, et Cristiano, c'est quelqu'un il a su surpasser le don grâce au travail. Oui. Et il montre à tous les jeunes comme quoi, qui travaille, qui réussit. Ah, c'est aussi le football moderne, hein, ça évolue, c'est plus on va dire des athlètes. On voit bien au Real Madrid, Gareth Bale, etc. Est-ce que, Haji, vous êtes du même avis? Oui. Il y a une performance qui fait qu'au niveau santé, au niveau compétence, il faut être au top, travailler quoi. ça. Mais au-delà de la compétence sportive, physique, il y a d'abord une compétence psychologique. Il faut avoir le moral d'un battant, d'un gagnant. Et quand à un moment on est au bout de ses forces et qu'on va rechercher encore les ressources pour continuer, ça c'est quand même admirable. Et on aimerait notamment, voilà, sur la lutte contre l'islamophobie, que les gens aient aussi ce moral de battant et qu'à un moment, même face aux difficultés, ils ne le prennent pas comme des victimes, mais au contraire comme des acteurs du changement, en se disant que chaque acte islamophobe qu'on condamnera et qui reculera, c'est une façon aussi de pouvoir améliorer la qualité de vie pour ceux qui viendront après. Ouais. Hamza, quels sont tes objectifs dans le futur? Devenir footballeur professionnel dans un très grand club européen. Ouais. Au Real Madrid, pourquoi pas? Au Real Madrid, pourquoi pas. Ça serait vraiment le summum. Remplacer Benzema.
Remplacer? Benzema. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut pas avoir honte d'avoir des ambitions, on va dire, qui visent les étoiles. Ouais, c'est vrai, mais comme on dit, il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles. Oui. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux depuis tout petit. C'est pas les ambitions qui manquent. Et je vise vraiment le Real Madrid. Après, si je vais y arriver, seul Dieu le sait. Ouais. Mais je vise vraiment le top. Le top du top, le Real Madrid. Eh ben, je te le souhaite vraiment. Merci D'évoluer au Real Madrid et de marquer des buts. Et de faire, on va dire, chavirer les commentateurs espagnols avec tes beaux gestes techniques à la Zizou. Et porter un t-shirt en dessous marqué Oussama. Exactement. Merci Oussama. I love Oussama, mais pas trop hein, aussi. Hein. Faites attention. Messieurs, mes invités, on va conclure tout doucement cette première. C'était la première de cette saison 2014-2015. C'était un plaisir pour moi de vous avoir parmi moi. Plaisir partagé. Plaisir partagé, en effet. Avec- Merci beaucoup. avec plaisir. Une belle première. Une belle première. Je vous souhaite un bon Aïd. Vous allez le fêter ici en famille? Oui. Oui. Pareil pour moi aussi. Ah ben, je vous souhaite Je voudrais juste passer un petit coucou à quelques Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Les petits coucous en fin d'émission. On me l'a demandé. et passer un petit j'ai coucou. accepté. Tu peux y aller. Un petit coucou à ma famille, en particularité à ma petite sœur Wassila, à qui je fais un gros coucou et un gros bisou, et à mes amis Abdelati, Wassim et Jordi. Ouais. Merci Hamza d'avoir été avec nous. Je te souhaite que du succès dans Merci dans beaucoup. ta carrière. Tu reviens quand tu veux. C'est ta maison. Super. C'est ta super maison. gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Merci à Hajib d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah, peut-être dans une autre émission. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci Et à une bonne vous. fête à tous les musulmans. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Oussama Live en direct des studios Maghreb. Voilà. Bonne fête. Aïdkoum Mubarak, taqabbal minna wa minkum. Et voilà, à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I can't help it.